Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission du Weekly Market Analysis. Ici François Ablé donc pour animer cette émission qui va être aujourd'hui, je dirais, une émission un peu courte compte tenu du week-end de Pâques que nous avons. Alors, il n'y a pas vraiment grande chose à voir sur les marchés. Les bourses étaient fermées le vendredi. Certaines bourses sont ouvertes aujourd'hui, d'autres restent encore fermées en compte tenu du long week-end. Et on va pas s'attarder donc dans cette émission. Je vais présenter uniquement les actifs qui pourraient bouger justement cette semaine. Et puis celles qu'il n'y a vraiment pas eu de mouvement dessus, je ne perdrai pas de temps là-dessus. Parce que voilà, on est encore dans les congés et certains vont reprendre certainement demain. D'accord? Cette semaine, ce qu'il y a seulement à attendre, c'est bien sûr les chiffres de l'emploi, les NFP, voilà, et puis le taux de chômage et également le salaire mensuel du côté des États-Unis. Alors, donc, je suis très content de vous retrouver. J'ai passé un très bon week-end également. Donc, je suis rentré hier soir j'ai commencé à préparer l'émission très tard dans la nuit. Donc, on va regarder à peu près je vais vous proposer ce que j'ai détecté hier soir. Et je remercie infiniment à tous ceux qui suivent l'émission attentivement et également à tous ceux qui s'intéressent de plus en plus au GSTR. Donc, comme pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom c'est François Ablé. Je suis donc le responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, Global Street Trader Academy, que vous appréciez tous et vous maintenant auquel vous êtes habitués, à laquelle vous êtes habitués. Alors, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Facebook, donc sur la page Facebook, et également sur la chaîne YouTube, ou également nous laisser des mots dans notre newsletter au www.gstacademy.com. Voilà. Donc, je vais bien sûr évoluer, passer à la suite de cette émission. Et comme vous le savez, c'est très important de prendre connaissance de l'avertissement lié au risque. Vous savez que le trading, c'est une activité hyper rentable, hein, on ne s'en cache pas, mais c'est aussi une activité qui peut faire mal, qui détruit psychologiquement. Donc, il ne faut pas placer tous ses espoirs dans cette activité. Il faut seulement utiliser les techniques et je peux dire la manière la plus simple possible pour extraire du marché de l'argent de façon durable et de façon régulière, chose que nous nous efforçons à vous apprendre au GSTA. Donc, au cas où, si vous êtes intéressé éventuellement à vous former, c'est le temps. Nous sommes dans la première vague d'inscription, va se terminer bientôt. Et il y aura une deuxième vague, donc il faudrait donc vous manifester si vous aimeriez donc vous former à la bourse. D'accord? En attendant, cette émission est une émission qui est réalisée de façon purement informative. Elle ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Donc, si vous avez des questions concernant votre gestion de portefeuille privé, veuillez consulter votre conseiller en investissement. D'accord? Ou alors, si vous avez bien sûr des questions concernant le trading, concernant les formations, parce qu'il faut se former, je vous recommande bien sûr de venir vers nous pour qu'on puisse vous aider ensemble à mettre en des bonnes stratégies, des bonnes attitudes pour pouvoir, bien sûr, appréhender de la plus belle manière cette activité. Voilà. Donc, je vais bien sûr passer au sommaire donc, de cette émission. Donc, Weekly Market Analysis 13, hein, ça fait déjà 13 semaines qu'on est ensemble. Euh, Au sommaire, donc, comme d'habitude, hein, on va voir bien sûr les actifs que nous surveillons habituellement, c'est-à-dire le GBP-USD, l'USD-CAD, l'euro-dollar, le Dow Jones, le Nasdaq, l'or, le cuivre, le pétrole, le gaz naturel, le T-Note et l'euro-bond. Je vais pas il y a certains produits sur lesquels je ne vais pas m'attarder parce que il n'y a pratiquement rien à regarder sur ces actifs, compte tenu, comme je dis, du week-end. Il n'y a pas eu de volatilité ni de liquidité dans ces marchés. Par exemple, comme l'USD4, il n'y a pratiquement rien à faire. Donc, je vais bien sûr présenter uniquement ceux qui ont bougé plus ou moins hier soir quand je analysais le marché et puis aussi ceux que je crois qui vont peut-être bouger cette semaine. D'accord? Ce qui assure au niveau du dollar, vous le savez qu'actuellement, on attend, bien sûr, on attend les chiffres de l'emploi, le NFP. On attend également le salaire, d'accord, le salaire, le rapport ADP, et puis également aussi le taux de chômage, d'accord. Donc, ce sont les statistiques majeures de cette semaine. On a aussi, si on regarde le calendrier
les prix à la consommation, le CPI, mais core au niveau de la zone européenne, d'accord, dans cette semaine. Il y a aussi les taux d'intérêt au niveau de l'Australie, je crois. Australie ou Nouvelle-Zélande. En tout cas, on va vérifier ensemble dans le tableau économique. Donc, il y a quelques nouvelles majeures qui sont attendues cette semaine. Mais sinon, pour le moment, au niveau fondamental, c'est le camp plat. Les discussions sont en cours. Au niveau du dollar, on a eu, par exemple, au niveau du dollar, on a eu, par exemple, disons, euh, une poussée, hein. C'est pas, je cherchais le mot, mais je peux dire une petite poussée, disons, à la hausse, euh, compte tenu des chiffres des macroéconomiques qui sont actuellement en cours. Le dollar, en fait, comme je dis, j'ai l'habitude de dire, est plutôt, il est, comment je peux dire ça? Il est entre non seulement une situation politique qui règne sur les États-Unis, d'accord? Donc, il y a un biais politique qui peut agir négativement et sur le dollar et sur les indices. Et puis aussi, au niveau des chiffres macroéconomiques, donc au niveau des statistiques, il est positif, d'accord? Parce que le dernier, le dernier taux de croissance, hein, le dernier taux de croissance de 2017 à 2018, donc le quatrième trimestre de 2017 à 2018, c'était un bon taux de croissance. Il était attendu à 2,7, il est sorti à 2,9, d'accord? Le taux de croissance le premier trimestre du taux de croissance de l'échéance de 2018 était également aussi bon, d'accord? Donc, les attentes au niveau de la macroéconomie, au niveau des États-Unis, sont bonnes. Voilà pourquoi on voit, bien sûr, le dollar s'apprécier un petit peu, mais il y a toujours ce biais politique qui plane et qui peut faire baisser et les indices et le dollar. Parce que vous savez que le dollar et les indices sont généralement inversement euh, reliés ou inversement corrélés. Donc, quand le dollar s'effondre, les indices en général progressent un petit peu. Mais cette fois-ci, quand on a des impacts majeurs qui sont négatifs au niveau, bien sûr, de la politique américaine, la politique intérieure, on voit, bien sûr, ces deux actifs que je viens de citer aller dans le même sens, d'accord? Donc, il n'y a que la géopolitique et le dollar qui puisse, la géopolitique et la macroéconomie qui puissent influer fortement, surtout la géopolitique qui influe, bien sûr, sur le dollar actuellement. Et quand il n'y a pas de, disons, quand il n'y a pas de bruit, quand il n'y a pas de nouvelles majeures, le dollar, bien sûr, progresse, hein, parce qu'en absence de nouvelles, comme on dit, bonnes nouvelles, donc il était tellement habitué à être dans des tourmentes politiques que quand il y a un camp plat, il s'apprécie. Et aussi en prévision, bien sûr, des chiffres de l'emploi qui s'apprêtent à arriver, en prévision également des chiffres macroéconomiques qui sont également dans le tableau, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, pour le moment, le dollar reste plus ou moins sur une légère bonne série. Il peut se retourner à tout moment, donc faites attention, d'accord? Maintenant, pour finir, au niveau des actifs, par exemple, les actifs dits de valeur refuge, les actifs sécuritaires comme les bons du trésor, ou bien les actifs de valeur refuge comme l'or, euh, également, quand le dollar est en difficulté, ces actifs-là, en général, progressent, d'accord? Mais à cet instant, au niveau de l'économie actuelle, l'économie américaine, plus ou moins, on sait que plus ou moins l'économie américaine se trouve dans des zones de turbulence, même si elle aligne des chiffres macroéconomiques qui sont intéressants, n'en demeure pas moins que nous sommes un peu dans des zones de surchauffe, d'accord? Les indices américains sont plus ou moins prêts à replonger. Actuellement, il y a un détail technique faudrait que je vous montre sur le Dow Jones, parce que si par exemple le Dow perd encore 450 points, d'accord? Il perd 450 points pour descendre à un certain niveau que je vais vous montrer. Si ce niveau-là tient encore et qu'on fait par exemple un double échec sur le niveau en question de 23 000 et quelques, on va le voir tout à l'heure, vraiment on va avoir une grosse impulsion haussière à venir sur le Dow, parce que ça va valider une figure technique en données journalière qui est le
bottom, que vous connaissez tous, qui est une figure de retournement, d'accord? Retournement haussier. Donc, au niveau technique, sur les indices, on peut avoir de très belles configurations à venir, mais le biais et le biais négatif et la politique qui plane toujours, et également ce spectre de récession qui approche peut-être ou de surchauffe qui peut amener un dégraissage majeur sur les indices, commence à se faire sentir de plus en plus à partir de l'écart des rendements obligataires, les spreads LIBOR, d'accord, et le bubble qui s'écarte de plus en plus. Donc, ces indicateurs-là que j'ai déjà, monsieur, expliqué au cours des émissions précédentes, ces indicateurs-là qui montrent en fait que lorsque les indices commencent à être un peu réfractaires, le marché se déplace pour aller mettre de l'argent dans ce genre d'actifs pour bien sûr compenser le risque de baisse qu'on peut avoir. Donc, l'autre, c'est pendant que les autres s'étendent, l'autre, bien sûr, converge dans le sens contraire, d'accord? Donc, du coup, les gérants de fonds peuvent faire ce qu'on appelle le hedging, d'accord? Donc, ils peuvent vendre, se départir des indices majeurs américains de leur portefeuille et puis se mettre à acheter massivement des bons du trésor parce que si on arrive à des situations de surchauffe où le marché s'effondre, il faudra que le gouvernement intervienne pour soutenir, pour aider cette débâcle ou bien cette mini débâcle. Donc, c'est en injectant, bien sûr, en imprimant de l'argent avec bien sûr échéance qu'on appelle les bons du trésor, donc elle fait de la dette, d'accord? Donc en général, on peut voir des mouvements intéressants à l'achat sur les bons du trésor. Mais ça, je parle de façon, disons, de façon imagée, sur le long terme. À très court terme, oui, les bons du trésor progressent, mais ce n'est pas la raison, ce n'est pas cette raison que je viens d'évoquer. Les bons du trésor progressent seulement à cause du VIX, hein, à cause de la peur, parce que voilà, le marché est basé sur des anticipations et quand on a des signaux qui montrent que le marché est en train, par exemple, de se diriger vers une récession ou un crash, tout le monde, la plupart des investisseurs malins commencent à acheter et à accumuler. Donc, c'est de la spéculation, c'est de l'anticipation. Voilà pourquoi on voit les bons du trésor progresser à court terme. Mais le scénario que je viens de vous décrire, c'est le scénario quand, par exemple, on est vraiment dans des phases de crise, d'accord? Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut surveiller. Donc, à part ça, il n'y a pratiquement rien. Le dollar est plus ou moins statu quo, hein, statu quo. Il sort d'une petite poussée haussière, comme on a dit. Il est en train de se stabiliser. On va le voir rapidement sur le graphe. Et après ça, il n'y a pas, on attend les chiffres de l'inflation, non, pardon, les chiffres du taux de chômage, les chiffres du salaire horaire moyen qui conditionne donc l'inflation. Ce sont des chiffres très, très importants qui amènent donc la Fed à réajuster sa politique monétaire. Et puis, on attend également les chiffres, bien sûr, de création d'emplois, donc du nombre de créations d'emplois. Donc, voilà ce qu'il faut attendre pour cette semaine de week-end de Pâques. Voilà. Donc, je vais aller rapidement sur le plan. Bon, on va regarder très rapidement le calendrier avant de passer au graphe. Donc, comme vous le voyez ici, on attend aussi ces mêmes chiffres, inflation et chômage au niveau du mercredi, donc mercredi 4 avril, donc en Europe, et puis également les commandes industrielles, les stocks du baril du pétrole habituels qui paraissent donc chaque mercredi 10h30 heure du Canada, d'accord? Le jeudi 5 avril, donc qui est la date de mon anniversaire, on a bien sûr l'indice des prix à la production, on a la balance commerciale, on a également des demandes d'allocation chômage. Donc, ce sont des chiffres en général qui sont plutôt liés pour ceux qui font le trading intraday. Ce n'est pas des chiffres majeurs. La balance commerciale est très importante au Canada et au Japon, d'accord? Donc, ces chiffres-là sont bien sûr diffusés à 8h30. Donc, il faudrait faire attention pour ceux qui traitent le cadre qui a eu un peu le vent en poupe ces derniers temps. Donc, on peut avoir peut-être une confirmation. Si on a une balance commerciale qui est réduite, donc qui tend à être soit équilibré, voire excédentaire, on peut avoir bien sûr de très bons mouvements sur la monnaie canadienne pour finir donc cette semaine, puisque ces chiffres vont paraître le jeudi. D'accord? On a aussi la balance commerciale au niveau des États-Unis. On attend bien sûr le déficit qui se creuse un peu. Bon, actuellement, on a moins 56,6 milliards, ce qui était le précédent. Et puis, on s'attend à moins 56,8 milliards. On n'est pas surpris parce que les États-Unis, vous savez, sont très, très endettés. Et d'ailleurs, même c'est un chiffre, je peux dire même, qui est
je ne vois pas vraiment de réelle variation. 56,6 et 56,8, c'est pas grand-chose. Donc, il n'y a pas vraiment d'écart en tant que tel. Mais on sait que les États-Unis sont vraiment très, très endettés. Ça, au moins, tout le monde, le consensus, tout le monde le sait. Donc, c'est des chiffres qu'il faut faire attention. Après ça, le vendredi, bien sûr, le NFP, le taux de création d'emplois, qui sont entendus à 198 000, d'accord. Le précédent a été un excellent chiffre d'emploi. Donc, si on a des prévisions comme ça, hein, on s'attend à 198 000 au lieu de 313 000, ce n'est pas bon, bien sûr, c'est des prévisions à la baisse. Donc, cela peut, bien sûr, influer, le dollar en question. Mais il ne faudrait pas seulement se fier, il ne faudrait plus se fier uniquement sur le NFP. Parce qu'avant, quand la politique monétaire de la Fed était contrôlée, était maîtrisée, les taux d'intérêt, on pouvait s'en passer. C'est-à-dire, on regardait ça de façon attentive et de façon brève, pardon, puis on se fixait vraiment sur les créations d'emplois. Mais actuellement, étant donné qu'ils ont eu du retard sur leur politique de normalisation monétaire, on doit aussi se concentrer vraiment sur le taux de rémunération mensuel glissant et annuel glissant. Donc ça, ce sont les chiffres en fait des salaires, d'accord. Et ces chiffres-là sont attendus à la hausse, vous voyez ici, d'accord. Donc on peut avoir un mauvais NFP et vous allez penser que le marché va s'effondrer au niveau du dollar, bien sûr. Mais si on a des chiffres également au niveau du salaire moyen qui sont aussi également en deçà, les indices peuvent se remettre à progresser en même temps dans le même sens. Donc, ça va annihiler l'effet contre, ça va faire un effet contraire, d'accord. Par contre, si ici, dans ce cas de figure, on a des NFP qui sont attendus à la baisse, donc 198 000 création d'emplois. Par contre, on a eu 313 000, sachant que la variation standard, de façon statistique et de façon empirique, sur 50 ans, les NFP sont d'une variation de 50 000, voire 55 000 créations d'emplois. Donc, normalement, on devait avoir plus ou moins, ici, si on répartit ça sur, vous savez, un peu les distributions normales, les cloches, donc je parle de façon statistique, on devait avoir ici, au niveau des créations d'emplois, aux environs on doit avoir on va dire, si on devrait s'attendre à un effet, c'est aux alentours de on va dire, 328 000, d'accord? Ou alors, au-dessus de plus de 328 000, on doit avoir des réactions. Et au niveau en deçà, donc moins, donc les 313 000, on devait avoir, on va dire, aux alentours de 298 000, d'accord? Mais ce n'est pas le cas, on s'attend plutôt à 198 000 créations d'emplois. Donc, c'était une grosse perte, d'accord? Donc, si ces chiffres-là sont confirmés, d'ailleurs, ici, il y a puisqu'on voit bien déjà la prévision, donc il peut y avoir des anticipations en cours, d'accord? Le marché peut pricer déjà ce chiffre. Donc, si le chiffre sort tel qu'il est annoncé, il n'y aura pas disons, d'effet majeur, d'accord? Mais si le chiffre sort soit en surprise, c'est-à-dire à la hausse, c'est-à-dire par exemple 250 000 ou 230 000, ou alors il sort, comme je dis, 328 000, ou bien il reste, disons, dans la fourchette des 250 000, d'accord? Donc, qui est plus ou moins bon, parce que ça a battu le consensus qui attendait un chiffre mauvais. On peut avoir, bien sûr, un rebond assez quand même bien du dollar, d'accord? Par contre, on va devoir le confirmer avec les taux de rémunération moyens glissants. Ces chiffres-là également doivent être aux attentes. Il est attendu à 2,7 au lieu de 2,6 précédemment, donc c'est pas mal, d'accord? Donc si on sort par exemple à 2,8 ou bien à 2,9, ça va vraiment mettre la pression sur les indices. Donc les indices pourraient corriger, disons, cette semaine. Actuellement, les chiffres statistiques sont, le consensus s'attend justement à mettre la pression sur les indices, puisque quand les salaires progressent, les indices consolident, d'accord? Et on attend également un NFP qui est de 198 000 emplois. Donc, fondamentalement, quand on regarde bien sûr ces chiffres de coup d'œil, à coup d'œil comme ça, on voit très bien que les indices les indices sont dans une configuration fondamentale de baisse, d'accord? Techniquement aussi, on va le voir à l'écran, on a échoué sur une zone qui devrait être normalement cassée, mais compte tenu bien sûr de la latéralisation du dollar,
Au niveau des indices, on devrait justement passer ce niveau-là, mais on a plus ou moins, on est plus ou moins resté stable, d'accord? Donc, les indices cette semaine, c'est-à-dire le Dow Jones et puis le Nasdaq et le S&P sont, on va dire, dans une configuration plus ou moins baissière, neutre, voire baissière, d'accord? On va le voir à l'écran. Mais c'était pour vous dire un peu, pour vous montrer un peu l'interprétation des chiffres macroéconomiques que vous pouvez avoir en attente, donc en prévision, bien sûr, de ce qui va sortir. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à shorter les indices. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut attendre, bien sûr, les signaux clairs. Le biais qui est là-dessus, tel qu'il est présenté, est baissier, certes. Mais ce n'est pas le moment de shorter. Parce que quand vous faites du trading, en général, vous avez une idée, vous avez une intuition, vous avez un biais. Ce que vous avez besoin, c'est quoi? C'est le timing, d'accord? Il faut attendre le meilleur timing possible pour optimiser votre point d'entrée afin de vous garantir un meilleur taux de succès sur la position ou un meilleur taux de réalisation sur la position en question, d'accord? On ne short pas les marchés ou on ne paye pas comme ça de façon hasardeuse. Il faut vraiment être bien sûr méticuleux et attendre bien sûr les meilleurs signaux possibles, d'accord? Mais sinon, pour le moment, tel qu'il est présenté là, on a des indices qui seront bien sûr sous pression baissière, d'accord? Un taux de salaire qui est attendu à la hausse avec des chiffres de création d'emplois qui sont attendus à la baisse mettront la pression sur les indices. Maintenant, à savoir, est-ce que le marché va pricer vraiment cette nouvelle ou alors il va y avoir des éléments catalyseurs cette semaine qui peuvent donner encore un coup de boost, déclencher encore plus, d'accord? On suivra ça attentivement. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Le reste, bon, des chiffres, c'est plus ou moins important. On peut regarder rapidement, jeter un coup d'œil rapidement sur la plateforme le calendrier économique de DailyFX. On voit bien sûr que on a le NFP vendredi. On a également, comme on a dit tout à l'heure, les ventes au détail au niveau de l'euro. Voilà, jeudi 5 avril. Voilà. La balance commerciale également, qu'on a vu tout à l'heure sur CMC Market. Les enquêtes ADP qui vont paraître bien sûr le mercredi avec les stocks du baril de pétrole. On a l'IPC Core qu'on avait déjà également vu. Le taux de chômage également sur la zone européenne. Donc l'euro qui est resté, ça fait quoi, pratiquement 2 mois, voire même 2 mois et demi on est dans un range entre 1,2250 et puis 1,25 sur l'euro-dollar. On n'a pas eu vraiment de catalyseur. Comme je vous ai dit, si le dollar fait de la volatilité, l'euro également fait de la volatilité aussi, parce que c'est l'inverse, hein, c'est purement mécanique. Donc quand l'un baisse, l'autre progresse et vice-versa. Et quand l'un aussi semble être neutre, l'autre également, à moins d'avoir vraiment des facteurs fondamentaux puissants qui permettent de surpasser ou de superformer toutes les autres devises, il va pratiquement suivre ou dupliquer ce que le cousin américain fait. D'accord? Donc, voici les chiffres qui sont présentés ici devant vous. Euh, les décisions de taux d'intérêt de la Banque d'Australie, d'accord, de la Royal Bank of Australia, RBA, qui sera en fait, on s'attend à un statu quo de 1,50 comme relèvement de taux d'intérêt. Donc, il n'y a pas eu vraiment de variation puisque le précédent également était à 1,5. Donc, il ne devrait pas avoir de surprise a priori sur la monnaie australienne. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous montrer. Maintenant, on va passer rapidement à la plateforme de FXCM pour, bien sûr, vous présenter, euh, voilà, pour présenter les graphes. Donc, GBP USD, bien sûr, on est toujours dans le même scénario haussier. On avait latéralisé un peu. On avait eu beaucoup de nouvelles politiques au niveau du GBP USD concernant la politique britannique, hein, les négociations, l'accord, l'agrément juridique qui, en fait, qui plus ou moins était garant d'un divorce à l'amiable du GBP, donc de la monnaie, de la livre sterling et de l'Europe, donc ce qu'on appelait le soft Brexit, d'accord? Donc on avait eu bien sûr un agrément, un accord juridique qui pouvait être revisité à chaque fois, mais c'était un très grand pas depuis 2 ans de négociations, d'accord? Et ça avait vraiment, donné vraiment un coup de boost puissant au GBP qui a progressé presque pas mal de 3%, d'accord? On est arrivé sur des sommets ici au niveau de 1,45, 1,42, 1,43. On a consolidé, bon, pullback sur l'ancienne résistance qui est maintenant devenue support par le principe de polarité, hein, l'inversion de polarité. Donc, pullback, on a repris appui là-dessus. Et là, maintenant, on semble progresser. On a allé encore échouer encore dans cette zone des 1,43, 1,44, d'accord?
Donc, au cas où, par exemple, donc on a fait déjà deux échecs ici, comme vous le voyez. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir bien. Donc, on vient de faire deux échecs consécutifs ici, d'accord? Donc, on peut venir soit consolider, baisser jusqu'à la ligne orange et puis latéraliser, donc pour chercher donc une direction. Par contre, si on réintègre bien sûr ce triangle, on peut bien sûr avoir une baisse, d'accord? Parce que c'est un échec euh, d'une figure qui est censée être haussière. Lorsqu'on échoue en fait à la sortie une figure haussière, ça se transforme en un signal bearish assez puissant et vice-versa également. Si on échoue une figure, techniquement, si on échoue une figure, la sortie d'une figure baissière, euh, le, le sens contraire se renforce encore plus, d'accord? Donc, ça peut être justement ce cas ici. Pour l'instant, le GBP-USD semble progresser, d'accord? En tout cas, en intraday, on a une configuration qui est plus ou moins haussière, on va le voir, puisque la ligne brune que vous voyez ici en marron, c'est une ligne de tendance haussière en données hebdomadaires qui tient, qui a été toujours payée, d'accord? Je vais bien sûr l'ajuster un petit peu pour qu'on puisse bien la voir, voilà. Euh, bon, c'est un peu difficile, bon, on va dire comme ça, hein. On va dire comme ça. Donc, cette ligne-là a été plus ou moins tenue. Chaque fois qu'on est venu taper cette ligne, le marché a payé. D'accord? Et par exemple, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Quand on regarde bien sûr le graphe ici, de façon en ligne continue, on voit bien sûr qu'on a fait, on est en train de valider un double bottom. D'accord? Vous voyez ici, double bottom, deux creux, avec une neckline ici. Hein, vous la voyez, la ligne en noir. On a cassé la neckline, donc la ligne de coup. On refait un pullback juste au même niveau que le plus haut précédent, c'est-à-dire à 1,41,650, d'accord? Donc, pullback ici. Pourquoi pas une progression pour aller, bien sûr, chercher les 1,45, donc de 1,41, on va dire de 1,40, 1,41 jusqu'à 1,45, c'est au moins 400 pips, hein, ou voire 350 pips. Donc, il y a quand même pas mal de il y a de bons coups à jouer sur le GBP-USD compte tenu, bien sûr, de cette figure en données hebdomadaires à laquelle elle est en train de se matérialiser. Si on voit, on va plutôt en fait en données horaires, donc on le voit bien, donc cette progression que je vous avais montré à partir du plus bas qui est ici, le plus bas de mars, puisque maintenant on est en avril, d'accord, le plus bas de mars et puis le plus haut de mars, hein, on voit bien sûr une progression vers les plus hauts précédents. Donc, si on casse, on a déjà cassé cette ligne de coup en termes d'intraday. Vous voyez ici, hein, on voit bien un très beau double bottom, donc échec multiple, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici, d'accord? Donc, on voit bien le W est propre. On a cassé la ligne de coup qui est ici à 1,40,560, d'accord, ici. Donc, le marché semble progresser, le GBP semble progresser. Premier objectif peut être ici, en termes de scalping, à 1,41. Deuxième objectif, qui est un peu plus haut, à 1,42. Troisième objectif, à 1,42, 250, d'accord? Donc, je crois que parce que cette ligne-là a tenu, hein, vous voyez bien la ligne brune, qu'elle a été payée plusieurs fois, ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, on est vraiment dans une dynamique haussière. Donc, tant qu'on suit ce mouvement, tant que la pente semble être plus linéaire, ça veut dire, je crois que techniquement, à court terme, le GBP-USD est plus ou moins haussier, d'accord? On peut jouer la carte de la neutralité, on peut botter en touche, mais on a quand même beaucoup de prémices haussières qui se dessinent. À moins que le GBP, bien sûr, cette semaine, il n'y ait pas de grosses nouvelles qui lui fassent, on va dire, qui lui fassent réagir de façon positive pour surperformer le GBP, le dollar. Et du côté du dollar, on a bien vu que on attend bien sûr des salaires, le salaire horaire moyen légèrement à la hausse. Les chiffres de l'emploi sont, disons, plus ou moins contrariés puisqu'on on a eu un NFP de 313 000 et on s'attend à un NFP de 198 000. Donc, ça annule l'effet, en fait, sur le dollar. Donc, ça peut faire donc, une neutralité sur le dollar. Donc, le GBP pourrait profiter de cette neutralité puisque s'il n'y a pas, comme on dit encore, à l'absence de bonnes nouvelles, bonnes nouvelles, donc GBP USD peut progresser tranquillement, légèrement, mais continuellement, d'accord?
à moins d'avoir bien sûr un catalyseur au cours de la semaine, c'est ce on va avoir. Mais techniquement, on est vraiment dans un mouvement haussier, d'accord, sur le GBP/USD. ISD4, c'est même pas la peine de passer du temps là-dessus. Il n'y a rien à dire. Je vais déplacer mon écran pour que vous puissiez bien voir, voilà. Il n'y a pratiquement rien à faire sur le GBP, le USD4. Hein. Voilà, c'est pas un marché. On ne peut pas travailler dans un tel marché. Je vais aller en données hebdomadaires. Vous voyez ici qu'on a réintégré, hein, la zone assurée en bleu, la neckline de ce double bottom en données hebdomadaires qui est ici, qui est la zone de 1,28 830 semble être, on semble se diriger vers là pour la retester. Et si on la casse, on la réintègre et on la casse, on peut avoir vraiment une accélération baissière sur le USD4. D'accord? Donc, pour le moment, je suis neutre. Je ne travaillerai pas sur USD4, je le laisserai faire parce qu'il n'y a pas vraiment de choses intéressantes là-dessus. D'accord? En allant sur l'euro-dollar, bien sûr, comme je vous avais dit en prélude de cette émission, on assistait vraiment depuis maintenant pas 2 semaines, 2 mois et demi à peu près, à un grand range qui s'est matérialisé entre 1,21 ou 1,22 jusqu'à 1,25, d'accord? Regardez ici vous-même, on a en données hebdomadaires, regardez-le. On est vraiment, voilà, on monte, on descend, des mèches, la volatilité. On fait rien d'intéressant sur cette paire. Je vais bien sûr déplacer mon écran, voilà. Bon, vous le voyez ici, hein, y a rien à faire là. Dans ce genre dans ce genre disons, de pattern, il faut bien sûr qu'on casse ce range pour avoir vraiment soit une accélération haussière pour casser les 1,25 et puis foncer vers les 1,30, d'accord? Ou on invalide, donc on remet en cause cette progression qui a commencé depuis le début de l'année de 2017. On casse cette ligne intermédiaire ici en vert, on casse également les plus bas de la clôture mensuelle pour rejoindre bien sûr vraiment les niveaux historiques sur l'euro-dollar. Mais sinon, pour le moment, on est vraiment dans une zone de confinage, hein, dans l'espace dont je vous avais donc parlé ici. Donc cet espace ici, il n'y a rien à faire. Il faudrait vraiment qu'on sorte de cette... qu'on casse bien sûr de façon avec avec beaucoup de fracas, cette résistance, hein, ce bloc-là, cette résistance rouge en données mensuelles et en données hebdomadaires, cette résistance historique, d'accord, qui a été testée depuis de nombreuses années. Je vais bien sûr dézoomer, pardon, pour voir un peu l'historique de ce graphe. Regardez, ça a été testé en 2008-2009, après on a testé en 2011-2012, après en 2014-2015, et là on est bien sûr sur ce niveau-là. Donc, si on casse ce niveau, c'est bien sûr l'accélération déjà, le premier carrefour, ce serait déjà aux alentours de 1,36, 1,37, d'accord? Et puis après ça, on verra si on peut progresser encore, mais tant qu'on ne sort pas de ce confinage, moi je dis qu'il n'y a pratiquement rien à faire sur l'euro-dollar, d'accord? Beaucoup parmi vous ont bien sûr des biais haussiers sur l'euro-dollar. Moi, je dis qu'il faut plutôt rester attentif, d'accord, neutre. Maintenant, après, chacun fait comme il veut. Voilà. Je vais le remettre ici. Attention, si je le zoome, vous voyez bien que la zone ici en rouge, c'est les plus hauts de mars, d'accord? Les plus hauts de mars. Les plus bas de mars sont ici, d'accord, en vert ici. Donc, on est dans un range. En scalping, on peut peut-être tenter des achats. Si on passe 1,2350, on peut acheter au-dessus de 1,2350 par exemple, jusqu'à 1,24. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait vraiment faire attention. Et puis, il faudrait également avoir toujours l'œil sur le graphe du dollar américain. Parce que c'est l'US Dollar Index qui conditionne au moins à 50% l'euro-dollar. Donc, il faudrait donc, bien sûr, avoir ce graphe-là attentivement avant de pouvoir trader l'euro, d'accord? Sinon, pour l'instant, j'opte pour la neutralité. On peut avoir des petits décalages haussiers en intraday, d'accord? Mais sinon, le constat, il est là. De façon générale, l'euro-dollar n'a pas fait grand-chose depuis maintenant 2 mois, d'accord? Voire même 2 mois et demi. Au niveau de l'or, alors, l'or, hier nuit, je savais que ça allait arriver parce que quand j'ai analysé le marché,
L'or était déjà au-dessus de cette moyenne mobile en intraday. Donc, je vais bien sûr le remettre euh, voilà, en données historiques, en données hebdomadaires. On voit bien l'établissement de cette figure qu'on appelle le triangle ascendant. La, c'est-à-dire la résistance historique qui passe depuis 2014, 2015, 2016 et qui fait un cluster avec la moyenne mobile en fait de 365 périodes, d'accord, ici dans ce niveau. Donc le signal bullish en fait sera donné à la cassure des 1370. On aura une accélération vraiment puissante sur l'or. Actuellement, de façon statistique ou de façon saisonnalière, euh, l'or, en fait, progresse en général, bien sûr, lorsque on arrive, bien sûr, sur ce qu'on appelle le dicton que l'on souvent on évoque, on parle souvent de sell in May, go away, d'accord? Donc, au niveau des indices, on a souvent de façon statistique, hein, c'est pas tout le temps vérifié, mais de façon statistique, on a souvent des consolidations majeures au niveau de mai, d'accord? Des indices dégraissent un peu. Et puis, ça c'est en général s'ils ont été sur une bonne série haussière durant le cours du début de l'année jusqu'à à la fin du printemps. Mais au niveau de l'or, puisque disons, les investisseurs sortent du marché action, du marché equity market, donc ils sortent du marché action. Donc, on peut avoir des transferts de flux sur l'or. Donc, l'or peut justement progresser et ainsi que les bons du trésor. Et également, avec les facteurs géopolitiques, par exemple, avec la rencontre de Kim Jong-un avec Donald Trump, cette rencontre qui est très attendue, même le pape du Vatican, lors de la messe de Pâques, l'a souligné, qu'il appelle bien sûr à un climat d'apaisement entre ces deux supposés protagonistes, d'accord? Donc, si on a, par exemple, un climat, on va dire, rassurant du côté de la Corée du Nord et également du côté des États-Unis, d'accord? On a un calme au niveau de ces deux grandes nations. On peut avoir, et on va certainement avoir, une croissance, une progression fulgurante de l'or, d'accord? L'or peut casser les 1380, voire même les 1400 et puis rejoindre les plus hauts historiques qui sont aux alentours des 1700, 1800. Donc, il y a 400 dollars à aller chercher, 400 dollars de progression sur l'or à aller prendre en termes d'investissement. Ça sera drôlement rentable. Et vous allez voir qu'on peut avoir des transferts de flux. Le marché action va être mis de côté et tout ce qui est bon du trésor, actif également, non risqués, vont être plus sollicités, d'accord? En raison de la géopolitique et aussi si l'effet des saisonnalités est respecté, c'est-à-dire le sell, email, go away, d'accord? Donc, il faudrait suivre ça attentivement. Je dirais que le signal haussier sur l'or sera donné si on casse, bien sûr, la zone des 1370. Si on casse 1370, moi, je paierai l'or, c'est sûr, pour aller chercher au moins jusqu'à 1780, 1800, d'accord? Ça serait vraiment un fabuleux trade parce que vous voyez que ici, depuis 2012-2013, l'or n'a fait que baisser. Donc, ça a été comme un peu un genre d'excès. Et si on doit le récupérer, il y a quand même pas mal d'argent à se faire sur ce marché-là. Mais ça, c'est en dépit du fait qu'on ait des bonnes perspectives en termes de géopolitique. De deux, qu'on valide bien sûr euh, disons, des figures techniques, des patterns techniques en données hebdomadaires ou en données mensuelles, donc dans les grands horizons du temps. Si ces deux facteurs-là sont respectés, fondamentalement et au niveau technique, il y a quand même de très bons mouvements à prendre sur l'or, d'accord? Donc, ça sera à suivre attentivement. Et hier, lorsque j'analysais bien sûr ce marché, donc le marché de l'or, on le voit, bien sûr, on est dans le range, on a un plus bas, quand on avait bien sûr les spéculations sur le dollar qui étaient faites à la hausse, donc quand le dollar progressait à la hausse, l'or a profité pour se rétracter, pour baisser, pour se replier. D'accord? On est venu chuter bien sûr sur cette ligne ici, la ligne noire qui est en fait les plus hauts hebdomadaires. On a pris appui dessus. On a cassé encore la moyenne mobile, donc on semble récupérer donc cette baisse. Donc, le marché de l'or à court terme semble être haussier c'est-à-dire progresser vers les 1340. Moi, en termes d'intraday sur l'or, en marché CFD, je ne travaille pas sur l'or en CFD. En futur, oui, ou avant. Mais actuellement, je travaille plutôt sur les CFD. Donc, le marché de l'or en intraday, je ne m'en occupe pas.
je vais plutôt l'opter pour des questions d'investissement, d'accord? Voilà, en termes d'investissement. Donc, j'attends vraiment qu'on casse les niveaux dont je vous avais montré de 1370 pour vraiment rentrer en position sur l'or. Mais pour ceux qui font de l'intraday sur l'or, par exemple, pas forcément du scalping, mais disons de l'intraday ou du day trading ou même du swing trading, si j'étais positionné ici, bravo, c'était bien vu. Moi, je l'avais vu hier soir, mais hier soir, les marchés, bon, j'étais en train juste de préparer l'émission de chercher à trader, mais je savais que si on cassait cette moyenne mobile, on allait avoir une accélération, puisqu'il n'y a pas vraiment d'obstacle technique ici, à part peut-être 1340, et on se dirige vraiment vers ça. On est pratiquement à 5 dollars de ça. Donc, il ne devrait pas avoir disons, de problème à atteindre ce niveau, voire même aller chercher les plus hauts de 1350, d'accord? Donc, l'or, on a une dynamique haussière. Mais moi, personnellement, donc, compte tenu du fait que si on regarde plus attentivement en termes de hebdomadaire, parce que moi, c'est plus l'analyse de long terme qui m'intéresse, vous voyez ici qu'on on est vraiment dans un range. Hein. Le marché n'a pas fait grand-chose. Donc, il descend, on voit qu'il descend, il remonte avec des grosses bougies haussières, d'accord? Il semble répéter ce mouvement-là après souvent en enchaînant deux, trois baisses, d'accord? Mais il ne fait pas grand-chose en fait. C'est-à-dire qu'il il n'y a pas de tendance qui est dégagée. Voilà. Donc, on voit très bien qu'en termes de données hebdomadaires, ça fait à peu près pratiquement 2 mois et demi, 3 mois, tout même 3 mois et demi, que l'or varie entre 1350 et 1310, d'accord, ici et ici. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pour ça que j'ai mis en fait le rectangle gris pour me dire en fait que visuellement, on est dans un range, d'accord. Mais pour ceux qui vont travailler là-dessus en termes d'intraday, il y a quand même pas mal de coups à aller jouer là-dessus. En CFD, je ne sais pas, je ne recommande pas d'ailleurs, mais en futur, oui, d'accord. Marché futur, oui, il y a des très bons coups à jouer là-dessus en intraday, d'accord. Donc, c'est ce que je voulais donc dire. Au niveau du pétrole, donc le pétrole, le UK Oil, donc le pétrole, le Brent, d'accord, le baril brut mondial. On le voit ici, donc je vais juste retourner ma caméra, le cadran ici, voilà. Donc on le voit également que on est dans une figure, on va dire, une figure de long terme, on va dire baissière, donc les biseaux ascendants de rétrécissement. Donc ici, on a la contraction. La sortie se fait généralement plus à la baisse qu'à la hausse. Cependant, si on casse la hausse, si on casse le plus haut, on peut avoir bien sûr un regain inflationniste sur le marché, d'accord? Donc ça peut bien sûr faire baisser brusquement les bons du trésor. Et puis, ça peut également amener la Fed à revoir sa politique monétaire, d'accord? Maintenant, si on baisse également au niveau du pétrole, on peut également assister en fait à un réajustement des taux d'intérêt, d'accord? Donc, c'est un actif qui est assez puissant. Le pétrole conditionne le marché en général, d'accord? Et puis, au niveau du Canada, lorsque le pétrole est en difficulté, la monnaie canadienne également est en difficulté parce que la monnaie canadienne est un peu comme à l'image également de la monnaie australienne, ce qu'on appelle des currencies. Les currencies, c'est en fait les devises qui sont associées en fait aux matières premières. Le CAD est associé au pétrole et l'Australie est associée à l'or, d'accord? Donc, du coup, ces paires-là sont très influencées par, bien sûr, le décalage des matières premières et on voit, bien sûr, qu'ils sont pratiquement directement impactés. Au niveau du pétrole, on est sur, bien sûr, des phases de marché, disons, plus ou moins neutres. On a validé un petit double bottom en larvé, hein, on le voit ici. Premier bottom ici, deuxième bottom là, donc une grosse impulsion. On vient titiller les sommets, l'oblique ici en rouge, qui sont les sommets aux alentours des 70 dollars le baril, 70, 71 dollars le baril. Et vous voyez que là, on semble bien sûr se rétracter un petit peu. Donc, techniquement, je peux dire que il faudrait être prudent sur le dollar, d'accord? On est dans des phases de contraction, donc en général, plus on avance on tend vers cette contraction, donc plus on latéralise, plus les mouvements impulsifs sont de moins en moins élevés. Donc ça se diminue jusqu'à ce qu'on s'essouffle
à l'intérieur donc de cette figure technique pour bien sûr s'effondrer, pour aller viser les plus bas, d'accord? Les fondamentaux actuellement sont dans le sens bien sûr d'un maintien, hein, d'un maintien à l'achat, à la hausse du pétrole compte tenu des quotas de production sur les barils de pétrole, d'accord? Également aussi, on avait eu à un moment donné des effets inattendus au niveau climatique sur les forages. Donc ça fait aussi, ça agit également positivement dans le sens, bien sûr, ça agit positivement sur le pétrole, donc ça agit à la hausse. Donc tous ces facteurs-là, justement, sont là pour soutenir à court terme sur le pétrole, mais en termes d'un marché, en termes de, je peux dire, en termes, disons, ça c'est en termes spéculatifs, ce que je viens de prononcer, mais en termes, disons, fondamental, en termes purement et simplement techniques, d'accord, le pétrole, on va dire, est plus ou moins en phase, attendez, je vais bien sûr dépasser mon écran, il est plus ou moins en phase, je peux dire neutre, hein, parce que vous voyez ici que après cette progression à la hausse qu'on a vu, donc la grosse bougie impulsive haussière qu'on a eu, on a vu donc une accélération, on a fait pratiquement, regardez ici bien, un échec deux fois, donc un double top, d'accord? On a échoué ici une fois, également là deux fois, on a eu une baisse, d'accord? Et après, on semble se chercher entre la zone des 70 dollars le baril et 68 dollars. Donc, cette zone ici peut être travaillée en intraday si vous êtes en produit futur, bien sûr. Mais en termes de CFD, je vous déconseille tout simplement, d'accord? Parce que c'est difficile de travailler en CFD sur le pétrole, mais on peut le travailler de façon en termes d'intraday, en termes de swing trading, d'accord? Mais en termes de scalping, d'accord, c'est un peu difficile à cause, bien sûr, des écarts et du spread. C'est très coûteux, d'accord? Ça dépend du broker que vous avez. Mais pour ceux qui veulent travailler le pétrole sur CFD, il faudrait privilégier donc de très bons mouvements à la hausse comme à la baisse. Mais en futur, on peut travailler très facilement en scalping dans cette zone-là. Même à 70 dollars le baril, 69 dollars le baril, on peut travailler en scalping en marché futur. Mais en CFD, c'est un peu particulier, d'accord? Donc, suivez ça attentivement. Sinon, pour le moment, mon constat est que le pétrole, je peux dire, est neutre. Même si on a des fondamentaux haussiers, même si on a bien sûr de temps en temps le dollar qui, justement, le dollar qui est sous pression baissière, donc on peut avoir des petites accélérations haussières sur le pétrole. Mais en termes d'observation graphique, il n'y a pratiquement rien à travailler sur le pétrole actuellement, d'accord? En tout cas, pas en CFD. Le cuivre était bien sûr notre centre d'attraction le week-end passé. Et vous avez vu, lorsque on avait analysé le graphe du cuivre, à cause bien sûr du bras de fer au niveau commercial entre la Chine et les États-Unis, on avait vu que bon, le président Donald Trump en fait, était en train en fait, de gagner son pari spéculatif de rendre la vie difficile à la Chine, de lui tordre le bras et de l'amener bien sûr à négocier et à revoir les accords de libre-échange qui ont précipité donc ce qu'on appelle le trade war, d'accord? Et les Chinois, donc le gouvernement chinois, ont réitéré leur souhait de pouvoir renégocier, bien sûr, les accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Ce qui a donc permis donc au cuivre de rebondir. Voilà pourquoi je vous avais dit à ce niveau ici, quand on avait dessiné donc ce niveau intermédiaire, j'ai dit de s'attendre à un pullback pour mieux shorter parce que la pression baissière existe toujours bien sûr le cuivre à cause de ces accords commerciaux. Ils ne sont pas encore réglés. Ils sont en pourparlers, d'accord? Il n'y a pas eu encore définitivement de souhait ou d'acceptation justement du deal tel qu'il est présenté à la communauté commerciale, d'accord? Donc, j'avais mentionné qu'il faudrait donc attendre un pullback aux alentours ici de 3,5 $, 3,10 $ afin de rentrer à la baisse. On invalidera uniquement seulement si et seulement si on réintègre la clôture mensuelle en bleu là, donc on réintègre ce niveau là, oui, là en ce moment le mouvement baissier est annulé.
Mais tant qu'on est en dessous de cette ligne verte, là, cette oblique verte qui a été cassée ici, il y a toujours une pression baissière sur le cuivre. Et j'avais dit également par la suite que le meilleur short à faire sur le cuivre, ce serait de shorter en dessous de 2.90, 2.89. D'accord? Donc, celui qui va, les trades sécuritaires sur le cuivre doivent se placer aux alentours de, en bas de 2.89, 2.88. D'accord? Et ceux qui étaient un peu plus agressifs, il fallait attendre par exemple qu'on ait un pullback ici à ce niveau-là, d'accord, de 3.10 dollars, 3.5. On peut le shorter pour aller viser plus bas, d'accord? Et à ce niveau-là, voici la cible ici que je cherche. Donc, la cible en mauve ici qui est à 2,50 $, d'accord? Donc, ça, c'est le trade peut-être du printemps que vous pouvez faire sur le cuivre, tant aussi longtemps que les pressions au niveau politique et au niveau commercial sont d'actualité, d'accord? Sur cette paire-là, d'accord? Donc, on va aller maintenant voir du côté du gaz naturel. Donc, le gaz naturel, bien sûr, changement de saison. Donc, bien sûr, ça impacte l'effet saisonnier sur les cours du gaz naturel. En ce qui concerne, disons, les propriétés énergétiques du gaz naturel, ils sont pareils comme le pétrole, d'accord? Donc, tant qu'on a des quotas sur le pétrole, tout ça, au niveau de l'exploitation et de l'exploration, on peut avoir, bien sûr, un soutien haussier au-delà même des facteurs climatiques, d'accord? Au-delà même des changements saisonniers. Ici, on est en train de voir quelque chose de très intéressant sur le gaz naturel. On est en données hebdomadaires. On était bien sûr sorti par le bas, précédé d'une violente, d'un excès baissier sur le gaz naturel. On était sorti par le bas. On n'a pas confirmé cet excès en cassant la zone hachurée en bleu, hein, et repassé au-dessus de la ligne en noir ici. On n'est pas sorti de cette zone hachurée en bleu. On est venu plutôt se stabiliser là et on est en train de réintégrer, bien sûr, cette figure, ce triangle symétrique. Donc, je peux dire, il y a un signal haussier qui est en cours. Si on repasse au-dessus de 2,80 $, d'accord, si on repasse au-dessus de 2,80 $, il y a tout cet espace ici, tout cet excès vendeur qui a été initié là, d'accord, depuis 3,50 $. On peut aller chercher à la hausse tout cet excès ici, d'accord, au niveau du gaz naturel. Donc ça sous-entend que, bien sûr, techniquement, on le voit, si on réintègre, parce qu'on a échoué une figure baissière, on a échoué une sortie baissière, donc ça renforce le signal haussier, d'accord? Et puis également ici, on voit bien que on a pratiquement un double bottom, d'accord, qui est très subtil. Donc un bottom ici, donc un échec là, un deuxième échec ici également. Donc c'est très subtil. Il faut avoir bien sûr de l'œil pour voir ça. Et si on retègue bien sûr la ligne verte ici, l'oblique vert qui a été cassée, si on la recasse à nouveau et qu'on passe au-dessus de 2,80 $, on peut payer le gaz naturel pour aller chercher au moins les 3,50 $. D'accord? Donc, il faudrait suivre ça attentivement. Ça peut être aussi un excellent trade pour vous sur les matières premières. Parce que souvent, les matières premières offrent de très beaux patterns et souvent, bon, à force de regarder les autres actifs, on oublie souvent. D'accord? Mais il y a quand même un bon coup intéressant à jouer là-dessus. Si on peut aller le voir en données horaires. Donc, vous voyez ici qu'en données horaires, c'est propre. Hein. Vous voyez la ligne ici de 2,80 $. Donc, c'est pratiquement le dernier top du mois de mars, donc du 9 mars. Donc, si on repasse au-dessus de ce niveau, de ce seuil, il y a tout ça à aller chercher. Donc, on peut avoir une accélération haussière pour retracer, pour retravailler cette baisse qui a été initiée depuis le 29 janvier. D'accord? Donc, c'était juste ça que je voulais vous montrer à ce sujet-là. Voilà. Sur le gaz naturel. On va aller maintenant du côté des indices et des bons du trésor, des produits obligataires pour finir notre petite présentation. Donc, je vais bien sûr, voilà, on va voir bien sûr ce qui va se passer sur donc, le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, comme je vous avais dit, donc, avec cette présentation au niveau, la façon dont je vous ai présenté les chiffres macroéconomiques, c'est-à-dire attente haussière au niveau des salaires horaires moyens, pression négative sur les indices, attente baissière également sur les chiffres de création d'emplois, attente également impact négatif sur les indices, et puis taux de chômage, d'accord, qui est attendu plus ou moins neutre. On a fait 4,1 précédemment,
on s'attend à 4,2 à peu près. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment eu de variation. On est plus ou moins toujours dans les mêmes zones. Donc, a priori, on peut avoir une baisse, d'accord? On peut avoir une pression baissière sur les indices. Vous comprenez? Moi, mon but, c'était quoi? C'était qu'on repasse au-dessus de ce rectangle ici en bleu. On est en données, vous voyez ici, semaine. Je voulais qu'on repasse, on recasse au-dessus de ce donné en bleu, de ce rectangle en bleu, pardon, pour aller retravailler les plus hauts c'est-à-dire les plus hauts en fait, de la zone aux alentours des 25 500. La zone des 25 500 est un support, je peux dire même historique. Hein. C'est de là qu'est venu les difficultés des indices. C'est-à-dire que depuis qu'on a cassé 25 500 ou 25 550, on n'est jamais repassé au-dessus. On a eu ce qu'on appelait le mini-crack. On a eu également aussi des mouvements inattendus. En pleine journée, on a perdu 3% sur le dos. Vous le voyez bien à l'écran. Cette ligne en bleu, elle n'a jamais été retravaillée, c'est-à-dire on ne l'a jamais repassée depuis qu'on l'a cassée. Donc, ça a formé vraiment une résistance assez solide. Donc, je peux dire que si on recasse ce niveau-là, le 25 500 là, les indices seront en pleine confiance. Le marché sera en confiance et on peut même accélérer sur le dos, aller même chercher peut-être même les 28 000, pourquoi pas, même pourquoi pas les 29 000. Mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette ligne, et ça va également dépendre des fondamentaux qui sont là, parce qu'actuellement sur les indices, je vous ai dit, on est dans des prémices de récession, voire même de correction majeure à venir. Donc tout le monde pratiquement est en train de pricer dans les analyses qu'on puisse avoir au moins une baisse au moins entre minimum entre 20 à 25%, voire même 30%, d'accord? Tous les signes sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On ne sait pas, c'est le marché qui décide. On ne fait que réagir en fait aux anticipations qui sont déjà placées. Mais sinon, au niveau de l'état même des indices américains, bien qu'on aligne une série de chiffres macroéconomiques plus ou moins positifs, d'accord, on peut avoir bien sûr ce qu'on appelle un short sell-off, d'accord, un short sell-off qui peut arriver bien sûr très très prochainement. Par contre, étant donné qu'on a échoué bien sûr sur le rectangle ici en bleu, si on baisse, on quitte de 24 050 jusqu'à 23 590 ou 23 600, ce qui équivaut à une perte de 400 points. Donc, vous voyez ici, on peut baisser de 400 points, 450 points jusqu'à ce niveau-là, puisqu'on a échoué sur le rectangle en bleu ici. Et que ce niveau qui était là initialement ici, qui était, disons, on peut dire, qui était dessiné par l'entremise des algos. Quand vous voyez des mèches comme ça, c'est les algos qui font ça, d'accord? Donc, ce niveau que j'ai tracé ici, donc le trait en jaune et le trait en rouge que je vous ai tracé ici, cette zone ici, si le marché descend et qu'on tient sur ce niveau-là, on va valider ce qu'on appelle un double bottom, d'accord? Donc, baisse sur ce niveau ou bien même sur ce niveau-là et qu'on ne casse pas cette zone-là, on ne casse pas à 23 250, on échoue, ça va faire un double bottom, d'accord? Un double bottom, et là, ça sera vraiment une accélération haussière puissante. On peut quitter là de 23 590. Ça, je parle en termes techniques, hein. Je ne parle pas en termes, disons, je ne parle pas en connaissance de manipulation du marché parce que le dos est manipulé. Ça, il n'y a plus de débat là-dessus. En termes de fondamentaux, on voit très bien que les chiffres qui sont attendus laissent, disons, planer en fait un doute négatif sur les indices. Il y a aussi ce spectre de récession qui commence à se matérialiser, qui est en train de mûrir en fait dans l'ombre, d'accord? Seuls les initiés le savent, d'accord? Mais au niveau technique, en intraday, on peut avoir des accélérations haussières, comme aussi on peut avoir aussi ce qu'on appelle des short sell-off. Mais le vrai mouvement baissier sur le dos, c'est si on casse 23 250. D'accord? Si on a cassé 23 250, je peux parier pratiquement à 99% que le dos va s'effondrer sévèrement. D'accord? Il va s'effondrer sévèrement. Ça, je vous le dis d'avance. D'accord? Ne dites pas que vous ne savez pas. 23 250 est un signal c'est un signal assez fort parce que jusque-là, il avait toujours tenu ce niveau-là. Et quand je regarde au-dessus, en dessous, pardon,
il n'y a pas de niveau assez puissant pour pouvoir faire tenir, bien sûr, si on casse 23 250. Donc, je le vois très bien aller, pratiquement aller même s'effondrer, aller au niveau des 18 000. D'accord? Et ça va juste valider cette hypothèse de correction majeure qu'on attend sur les indices, sur le S&P et sur le Dow. Mais on ne parlera pas encore de crack, d'accord? Le crack, c'est si on repasse en dessous des moyennes mobiles qui ont été déjà établies depuis des moyennes mobiles historiques, un peu comme la moyenne mobile de 250 périodes ou la moyenne mobile de, je sais pas moi, sur le S&P, on a une moyenne mobile de 500 voire de 1000 périodes. Donc, si on repasse en dessous de ces niveaux-là, là qu'on parlera bien sûr de récession ou bien même de crack. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on ne repasse pas en dessous de 23 250, on peut faire des up and down, comme je vous ai dit, mais pas des up and down à 10 points, à 20 points. Ça sera des up and down de 400, 700 points, d'accord? Le dos peut progresser de 500 points à la hausse et puis recorriger par la suite de 350 points parce qu'on est à l'intérieur de deux niveaux assez puissants. Un niveau ici qui est supporté par des algos, donc de 23 250, qui est en rouge ici, d'accord? Et puis un niveau qui est supporté par, bien sûr, le marché, donc le gouvernement américain, parce que ça arrange toujours pour ne pas qu'on repasse soit, c'est-à-dire que si on casse 25 500, vous allez voir que le dos va s'envoler. Hein, il va s'envoler vers des plus hauts historiques encore. Mais tant qu'on n'a pas passé ces niveaux, on va faire bien sûr ce que dans des va-et-vient, comme j'ai qualifié de up and down. Donc, c'est ce que je voulais tenir à vous dire sur le dos. C'est un actif que je suis attentivement. Le dos est vraiment assez particulier à transiger. Donc, faites gaffe. D'accord? Préparez-vous, bien sûr, à prendre des excellentes positions, mais seulement sur des niveaux clés. Et les niveaux clés ici, il y a un niveau clé qui est 23 600. Si on échoue à 23 600, moi je le payerai en tout cas. Si on casse 23 600 et qu'on accélère vers 23 250 ou qu'on échoue, je le payerai encore plus, d'accord? Avec vraiment beaucoup de lot, peut-être même avec peut-être du levier, d'accord? Et puis maintenant, si on échoue également sur 25 500, ça sera vraiment un short sell-off parce que ça sera la troisième fois qu'on vient d'échouer sur ce niveau-là qui tient. Par contre, si on le casse, ce serait une envolée. D'accord? Donc, vous êtes prévenus. C'est ce que je tenais à vous mentionner. Faites attention sur les indices. Suivez le plus souvent, il faudrait regarder les graphes, hein, les graphes de long terme. Les graphes de long terme sont plus parlants, sont plus percutants. Et ça donne plus d'indications là-dessus. Donc, actuellement, cette semaine, la configuration technique qui est présentée sur le Dow Jones semble montrer une configuration baissière, d'accord? On a échoué sur ce niveau ici. Donc, on va peut-être baisser, donc perdre 400, 450 points à venir, voire pourquoi pas aller plus bas. Mais si on échoue également ici, ce serait vraiment un signal haussier puissant sur les indices, sur le dos. C'est comme ça que moi je le perçois, c'est comme ça que moi je l'interprète. Je n'ai pas la science infuse, je peux bien sûr me tromper, mais jusqu'à présent, tout ce que j'avais prévu sur le Dow Jones, tous les scénarios que j'avais mis en place sur le Dow Jones ne m'ont pas donné tort. Je ne me suis presque pas trompé et tant mieux pour moi. Donc, je partage avec vous pour que vous aussi, vous ayez une idée claire, bien sûr, à pouvoir, bien sûr, profiter de ces genres de mouvements sur le dos. D'accord? C'est pareil, bien sûr, sur comment dire ça, sur le Nasdaq. Hein, le Nasdaq est, voilà, qui est le grand frère du dos, puisque en termes de valeur, le Nasdaq a 100 valeurs, le dos en a juste 30, d'accord? Mais le Dow Jones est plus ancien que le Nasdaq. Le Dow Jones, c'est l'histoire de l'économie américaine, d'accord? Wall Street. Donc, voilà un peu cette observation. C'est toujours les mêmes scénarios. Hein. Rectangle ici en rose qui est supporté par les algos. Si on le casse, bien sûr, c'est la déconvenue. On va s'effondrer. Tandis que si on échoue à ce niveau-là et qu'on repasse légèrement au-dessus de 6620, ça sera une accélération jusqu'à 6700, 870, voire les plus hauts. Donc, c'est ce il faut vraiment suivre attentivement. Au niveau des bons du trésor européen, comme, comme du T-Note, on est dans des configurations haussières. Donc, ici, bientôt, peut-être tout à l'heure, je vais chercher à payer, bien sûr, l'eurobond pour aller chercher voilà, au moins 150 points, 200 points, jusqu'au sommet donc, de cette. On est repassé au-dessus du niveau que j'ai attendu pratiquement de 4 semaines, d'accord? Donc, je vais chercher à le payer. Donc, l'eurobond à court terme est haussier, c'est à très court terme, hein, ce n'est pas vraiment
Ce n'est pas, disons, ça sera pas comme ça sur le long terme, mais à très court terme, pour le moment, on est haussier. Certainement, si on casse cette ligne, ce biseau ascendant intermédiaire là, qui est en rouge ici, aux alentours des 162 points, on peut avoir une accélération haussière, mais on sera toujours dans le même canal haussier auparavant, d'accord? Donc, il y a pratiquement un très bon coup à faire sur le rebond, compte tenu également des fondamentaux. Donc, peut-être pour extension, par exemple, de la politique du forward guidance, là, du QE, OK? Et puis aussi, certainement, statu quo au niveau du contrôle de la dette, d'accord? Au niveau des finances à la Commission européenne, d'accord? Donc, on peut avoir une légère progression. Également, au niveau des inquiétudes, au niveau de la récession, on peut avoir aussi également un transfert de flux. Donc, les investisseurs peuvent abandonner le marché action qui est menacé de subir une correction majeure pour venir se diversifier aux actifs qui sont dits sécuritaires, comme les bons du trésor, d'accord? Et on peut avoir bien sûr une progression haussière sur l'euro, sur la dette européenne, le bond, et également sur les canaux d'ordre du T-Note. Hein, c'est parce que c'est la même configuration. Vous voyez ici, je disais faudrait qu'on attende qu'on casse le range. C'est ce qui a été fait, on a cassé le range. Donc on peut avoir une accélération haussière pour aller dans le rectangle en bleu. Sauf que de 1,21 ici à 1,23, c'est au moins entre 150 à 200 points. Donc on peut payer bien sûr le T-Note. On vient de casser ce range de creux pour aller viser bien sûr les plus hauts. D'accord? Donc à très court terme, les bons du trésor peuvent être extrêmement rentables compte tenu de la peur qui règne, en fait, ce spectre qui plane. Et même si on a une récession qui est en cours, en général, en pleine récession, comme je l'ai dit, les valeurs refuges sont plus sollicitées et les actifs qui sont dits sécuritaires, comme les bons du trésor, se sont également disons, sollicités. Tandis que les indices et puis les autres produits un peu plus agressifs sont délaissés. D'accord? C'est un simple constat empirique sur les marchés financiers. Voilà. Donc, cela achève donc notre présentation. On va bien sûr passer maintenant au récapitulatif de tout ce qu'on a dit. Au niveau, bien sûr, je vais bien sûr rétrécir mon cadran pour qu'on puisse bien voir le récapitulatif. Donc, au niveau du Forex, fondamentalement neutre, voire haussier, on l'a vu à court terme, en intraday, il y a quand même pas mal de choses à faire là-dessus, en tout cas en scalping. Donc, intraday haussier, à long terme également, on est toujours sur une phase, une progression haussière à long terme. Au niveau de l'USD CAD, c'est bien sûr neutre, d'accord? Fondamentalement également et techniquement, USD CAD c'est neutre. On a des discussions du NAFTA qui sont là, qui perdurent. L'euro-dollar aussi, fondamentalement, c'est neutre. Le Dow Jones, on va dire, c'est également neutre, voire baissier, compte tenu des observations macroéconomiques qu'on a fait dans le tableau tout à l'heure. D'accord? On peut avoir une pression baissière sur les indices, mais pour le moment, on peut rester à l'écart, on peut regarder. D'accord? Et l'or également, c'est, disons, fondamentalement neutre, voire haussier. On a vu à court terme, à très court terme, à l'intraday, on a bien sûr des petites progressions haussières, mais moi, l'or, je ne le traite pas en termes avant, je le faisais en futur, en day trading, mais en CF2, je préfère le traiter en termes d'investissement, c'est-à-dire payer l'or sur des niveaux clés et puis le laisser courir, d'accord, pour que ce soit plus rentable. Donc voilà pourquoi j'avais mis le cadran, le rectangle gris. Pour le moment, on a vu en termes de données hebdomadaires, et certes, on a des mouvements baissiers aussi en intraday, mais il n'a pratiquement rien fait. Il est toujours resté sur la même position, d'accord? Donc pour le moment, je le prends comme neutre, mais le signal aussi est vraiment, c'est si on casse les 1370 et techniquement, et si on a une amélioration du point de vue géopolitique, dans le monde avec dans les relations entre justement les États-Unis et puis la Corée et puis d'autres facteurs également qui vont influer cela. Si on a tous ces facteurs-là en mise ensemble, je peux également aller dans le sens d'une envolée spectaculaire de l'or. D'accord? Donc, fondamentalement, et neutre haussier sur le long terme. Le pétrole, c'est pareil, même constat, fondamentalement haussier. Techniquement, à court terme, j'opte pour la neutralité, voire une hausse, des petites impulsions haussières comme on a vu dans la fameuse figure
le triangle de compression ascendant, d'accord? À long terme, la figure est forcément euh, baissière, d'accord? La sortie est baissière, mais on peut bien sûr l'invalider, le marché qui décide, on peut l'invalider à la hausse, et puis on va bien sûr revoir nos attentes inflationnistes et puis nos anticipations au niveau des fondamentaux ou au niveau des données macroéconomiques qui entourent justement le pétrole, d'accord? Donc ça, c'est à suivre. Le cuivre, c'est fondamentalement baissier, comme j'ai dit. Le pullback, c'est fait. Donc, il ne reste plus qu'à attendre à avoir un bon point d'entrée et puis de le shorter. Ou bien d'attendre, bien sûr, qu'on repasse en dessous de 2,89 voire 88 pour avoir un short sécuritaire jusqu'à 2,50 donc 30 sous de variation. Ça peut faire beaucoup si vous êtes dans le volume, c'est-à-dire que si vous shortez massivement, vous pourrez bien sûr profiter de cette mini baisse. Le gaz naturel, pour le moment, on est dans la neutralité, dans la zone assurant en bleu, mais si on casse 2,80 $, on peut avoir une envolée spectaculaire, c'est-à-dire reprendre, retravailler l'excès baissier qu'on a eu auparavant, d'accord? Donc, à suivre aussi. Et puis, le T-Note, pour le moment, le constat est neutre. Techniquement, on l'a bien vu, et le T-Note également et le rebond, c'est le même constat. À court terme et à très court terme et à court terme, on est haussier, mais à long terme, à moyen terme, on est neutre. Il faudrait encore plus d'informations, plus de fondamentaux pour voir vraiment ce qui se passe également et ce qui va potentiellement arriver sur tout ce qui est produit obligataire. Donc, merci infiniment d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie attentivement. Pour ceux qui suivent les émissions attentivement, je vous remercie infiniment pour tout. Et puis, sachez que c'est grâce à vous que ces émissions-là ont du succès. Vous êtes de plus en plus nombreux à solliciter cette émission, à l'attendre. Je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Continuez donc ce travail qui aide bien sûr le GSTA à grandir. Hein, partagez, likez, commentez, interagissez, mettez vos points de vue. Si vous êtes en désaccord avec ce que je présente, n'hésitez pas à le manifester parce que c'est comme ça me permet moi aussi de me travailler et de progresser. Sinon, ceux qui sont intéressés, bien sûr, à se former en bourse, je vous attends de façon vraiment cordiale. Vous pouvez, bien sûr, chercher à rentrer en contact avec moi pour qu'on planifie donc votre encadrement au niveau des marchés financiers. Sinon, portez-vous bien. Bon week-end également encore de Pâques, puisque lundi, ça continue. Certaines personnes n'ont pas travaillé, donc reposez-vous bien pour revenir en forme sur le marché financier les prochains jours. Et moi, je vous dis donc à mercredi pour le live scalping. Voilà. Merci encore et passez un très beau début de semaine. Au revoir.